Le 7 février 2022, le président français Emmanuel Macron est à Moscou pour un rendez-vous de la plus haute importance. Il vient négocier avec Vladimir Poutine, le président russe. Depuis des mois, il mène des manœuvres à sa frontière et les Occidentaux le soupçonnent de plus en plus de vouloir envahir l'Ukraine. La Russie vient de lancer des manœuvres militaires à proximité de l'Ukraine, un nouveau signe de l'escalade des tensions. Leur discussion dure 5 heures. La tension est palpable, mais Emmanuel Macron ressort confiant. C'est en tout cas ce qu'il affirme au président américain après la rencontre. La guerre est déclarée entre l'Ukraine et la Russie. Vladimir Poutine a lancé l'offensive militaire ce matin à l'aube. Depuis l'invasion du 24 février, les pays occidentaux ont déjà plusieurs fois sanctionné Vladimir Poutine et son économie. Des dizaines de mesures ont été prises, censées étouffer le pouvoir russe. Mais tout ça est-il vraiment efficace ? Car 3 mois plus tard, le conflit est toujours en cours et semble parti pour durer. Alors on va essayer de comprendre comment Poutine a su résister jusqu'à présent. Pourquoi il maintient son offensive malgré les sanctions et pourquoi il est si difficile pour les pays occidentaux de faire plier le dirigeant russe. L'Union européenne veut parler d'une seule voix sur l'Ukraine. Un sommet européen d'urgence se tient ce soir à Bruxelles. We don't need big declarations tonight. What we need is decisions. Le jour de l'invasion, les dirigeants européens se réunissent en urgence pour résoudre un dilemme. Comment répondre à l'attaque de Poutine ? Les pays occidentaux sont liés par le traité de l'OTAN qui engage les membres à se protéger mutuellement. Une réponse militaire déclencherait une guerre ouverte entre 4 puissances nucléaires et cette option est immédiatement exclue. À la place, les dirigeants proposent un système de sanctions. Nous continuerons le temps nécessaire pour faire plier l'économie russe et plier les responsables politiques et économiques de la Russie. Ce qu'on veut faire, c'est créer un dommage économique, créer chez le dirigeant un raisonnement qui est le suivant, c'est puisqu'on subit un dommage économique, pour l'éviter, on va changer d'attitude politique. Mais évidemment, c'est un peu trop mécanique. D'abord, il faut supposer que le dirigeant soit rationnel. Cette stratégie est de plus en plus utilisée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le concept est d'accumuler des restrictions diplomatiques, commerciales et financières dans le but d'augmenter la pression sur le dirigeant et de le forcer à terme à changer de comportement. Pourtant, 3 mois plus tard, les 5 premiers paquets de sanctions visant les banques, les oligarques, voire même Poutine lui-même, n'ont toujours pas permis de mettre fin à l'invasion. Pourquoi ? Ce qu'il faut bien comprendre avec les sanctions, c'est qu'elles exercent toujours une pression indirecte. Vous ne pouvez pas arrêter une guerre directement avec des sanctions économiques. C'est une évidence. Dans le meilleur des cas, ce que vous pouvez faire, c'est empêcher, par exemple, que les tanks aient du pétrole, et donc les tanks s'arrêtent parce qu'ils manquent de carburant. Mais c'est vraiment le meilleur des cas. Puisqu'on évite l'option militaire, on cherche des moyens de pression alternatifs pour, au final, changer le comportement d'un dirigeant. C'est très difficile et en théorie, le but n'est pas d'en arriver là. Quand Macron va voir Poutine à Moscou, il ne veut pas arrêter la guerre, mais l'empêcher. Il fait alors la liste des sanctions qui attendent Poutine en cas d'invasion, afin d'augmenter le prix de son action et d'inverser sa balance entre le coût et le bénéfice. C'était bien tenté, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Il n'a pas pris complètement au sérieux les menaces de sanctions. Donc là, c'est raté. Sauf qu'en choisissant d'envahir, Poutine met les dirigeants européens dans une situation inédite. Ils sont obligés de réagir, mais ils savent aussi que les premières sanctions activées le soir de l'invasion ne permettront pas tout de suite d'arrêter la guerre. Poutine avait été prévenu et ça ne l'a pas empêché d'attaquer. Mais ces sanctions ne sont pas inutiles pour autant. La sanction réussit toujours dans son effet punitif. L'objectif de la sanction, c'est de punir par rapport à un comportement qu'on trouve intolérable. Autre élément, l'objectif de la sanction, qui est prise par exemple par l'Union européenne, c'est un objectif de ralliement d'autres États. Là, c'est plutôt réussi. En plus de punir Poutine et d'unir les alliés, les dirigeants envoient aussi un message à leurs propres citoyens, en disant bien qu'ils ne comptent pas se laisser faire. Et là où Poutine joue peut-être un peu avec le feu, c'est que sur le long terme, il pousse les Occidentaux à aller beaucoup plus loin. Le lendemain du 24 février, c'est une nouvelle partie qui commence.
Les menaces n'ont pas suffi à dissuader Poutine d'attaquer et l'enjeu est maintenant de faire cesser le conflit. Des sanctions économiques sans précédent ont été prises ces derniers jours par les pays occidentaux à l'encontre de la Russie. Une notion essentielle au bon fonctionnement des sanctions, c'est la progressivité. Le but est toujours de maintenir le dialogue. Les négociateurs ne vont pas trop vite, trop fort pour ne pas brusquer Poutine et provoquer des comportements incontrôlables. C'est le début d'un bras de fer géant. Les premières sanctions prennent pour cible l'économie. Dès le 26 février, les Occidentaux gèlent les réserves de la Banque centrale russe détenues à l'étranger. Et une partie des banques russes est exclue du réseau de transactions bancaires SWIFT. Cette action empêchera les banques d'effectuer la plupart de leurs transactions financières mondiales. Par conséquent, les exportations et importations russes seront bloquées. Ces deux éléments combinés ont eu un impact immédiat et très puissant sur le secteur qui a été très fortement déstabilisé et ça a entraîné des réactions des agents économiques qui ont aggravé le problème. La population russe, justement, est presque coupée du monde, une conséquence voulue des sanctions internationales. Certains voient leur économie considérablement diminuer avec la chute du rouble, la monnaie russe. On n'a jamais vu des sanctions ciblées contre un pays membre du G20 et un pays qui est tellement important à niveau d'énergie aussi. Donc, à cet égard, c'est sans précédent. L'autre objectif, c'est de déstabiliser Poutine de l'intérieur. L'Europe rend la vie impossible aux oligarques, des entrepreneurs très puissants en Russie, en saisissant leurs biens et en les empêchant de voyager. Le gouvernement français a annoncé la saisie d'un yacht dans le sud de la France. Le problème, c'est que ce n'est pas très efficace. Là où l'idée était de retourner les citoyens contre Poutine, la propagande russe et le sentiment d'être assiégé ont plutôt comme effet de renforcer l'adhésion au pouvoir. Sa cote de popularité explose. Et quant au rouble, qui avait connu une forte baisse en début de crise, il est aujourd'hui remonté plus haut qu'avant l'invasion. Alors que s'est-il passé ? Dès le début des sanctions, la Russie a mis en place des mesures drastiques au niveau de son économie. Elle a empêché les citoyens d'avoir accès à leurs avoirs dans des devises étrangères et les entreprises ont été forcées de rapatrier 80% de leurs devises et de les échanger en roubles. Ces deux éléments-là ont été très rapides, efficaces. Il a fallu également augmenter très fortement les taux d'intérêt à 20%. Ça consiste quand même à restreindre les libertés des citoyens russes. Et avec ces trois éléments-là, eh bien, le rouble s'est stabilisé. Alors, il s'est stabilisé dans la durée pour une quatrième raison, qui est que dans le même temps, les Occidentaux n'ont pas sanctionné le secteur énergétique. Le secteur énergétique, c'est un petit peu l'éléphant dans la pièce depuis le début du conflit. Et c'est normal, 25% du pétrole consommé en Europe vient de Russie. Et pour le gaz, c'est près de 50%. On en dépend énormément et chaque jour, c'est plus d'1 demi-milliard de dollars que l'Europe paye à la Russie. Un flux d'argent gigantesque qui représente près de la moitié des exportations russes. Le Conseil européen a pu s'accorder. Le 30 mai 2022, les dirigeants européens s'accordent sur un 6e paquet de sanctions excluant près de 90% du pétrole russe d'ici la fin 2022. Une mesure historique, mais qui a eu du mal à aboutir. Certains pays sont beaucoup plus dépendants que d'autres, et l'Union risque à chaque instant de se fracturer. Pour ce qui est du gaz, la question s'annonce encore plus tendue. Les alternatives sont complexes et pourraient coûter cher aux Européens. On parle de changer complètement des usines, de changer les modes de fonctionnement. Si on parle de gaz, on parle d'arrêter un gazoduc. Donc on parle d'infrastructure. Du jour où on signe des contrats à 20 ans avec le Qatar, on va pas rechanger d'avis dans 2 ans en disant « Ah, finalement, Vladimir, on revient, on voudrait bien racheter votre gaz ». Le problème, c'est qu'il est aussi possible que cette mesure soit trop puissante, et qu'en y allant trop fort, on perde la capacité de dialoguer avec Poutine. Il faut donc être prudent, puisqu'aujourd'hui, personne n'est capable de prédire les conséquences de cette décision. Il est impossible de prédire, à partir d'un niveau d'efficacité économique des sanctions, le niveau d'efficacité politique. Parce qu'il y a beaucoup trop d'inconnus sur les conséquences de cette déflagration. Même si l'Europe semble aujourd'hui dans une impasse, les sanctions ne sont pas inutiles pour autant. La Russie souffre et les dégâts à long terme seront considérables. En attendant de savoir s'il faut frapper encore plus fort, les experts rappellent une règle essentielle de la diplomatie. Demain, la Russie aura changé, mais elle sera toujours là et il faudra lui parler. Et si chaque jour de guerre est un jour de trop, le chemin vers la paix est fait d'équilibres complexes qui ne doivent pas être précipités. C'est tout l'art de la diplomatie qui consiste à faire la guerre tout en préparant la paix.